Le 20 janvier dernier, Philippe Gosselin était invité au micro de France Info pour parler des questions de l'état d'urgence sanitaire. Alors Philippe Gosselin, il est député de la Manche, mais il est aussi vice-président de la commission des lois, qui est la commission en charge d'examiner les projets de loi concernant l'état d'urgence notamment. Et concernant l'état d'urgence sanitaire, Philippe Gosselin en est arrivé à la conclusion que ces questions, je cite, sont des questions essentielles qui sont peut-être un peu occultées. Et ça tombe bien car c'est un peu le but de cette nouvelle émission, de parler des questions essentielles un peu occultées, de parler de tous ces problèmes qui nous éloignent en fait de notre idéal démocratique. Et dans ce premier épisode, on va donc se concentrer sur l'état d'urgence sanitaire et sur les défis qu'il pose à notre démocratie. Alors qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire ? Eh bien, selon le portail de Vie publique, c'est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire et notamment d'épidémie, mettant en péril la santé de la population. C'est en fait un cadre juridique exceptionnel qui augmente temporairement les pouvoirs du gouvernement. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre peut par exemple limiter notre liberté de se déplacer, c'est-à-dire le sens du confinement, ou encore réquisitionner des objets nécessaires à la lutte contre l'épidémie, comme des masques, ou instaurer un contrôle des prix sur les médicaments par exemple. Les mesures prises dans ce cadre juridique exceptionnel doivent cependant être motivées par la crise et proportionnées à ses conséquences. Elles peuvent d'ailleurs être contestées devant un juge administratif qui a la possibilité d'empêcher leur application. Mais toutes ces mesures peuvent donc être décidées par le gouvernement sans aucun débat au Parlement. Ça commence à paraître un peu bizarre, non ? Mais alors d'où est venue l'idée de cet état d'urgence sanitaire ? Le Covid n'a pas débarqué en France du jour au lendemain, mais ce n'est que le 16 mars, au lendemain des élections municipales, que le Premier ministre a décidé de confiner la France par décret. Et un décret, qu'est-ce que c'est ? Eh bien un décret, c'est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou par le Premier ministre. En gros, c'est une décision prise par le gouvernement sans débat au Parlement. Mais la plupart du temps, les décrets viennent simplement préciser l'application d'une loi qui, elle, a été votée au préalable. Et le 16 mars, donc, les libertés publiques ont été largement circonscrites par une décision prise par décret, c'est-à-dire par le gouvernement sans débat au Parlement. Et si la mesure était peut-être nécessaire, sa légalité n'était pas évidente. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. C'est-à-dire que quelqu'un a essayé de demander son annulation. Mais le 11 janvier dernier, le Conseil d'État a confirmé rétrospectivement la légalité de ce décret, en s'appuyant notamment sur l'argument des circonstances exceptionnelles. Quoi qu'il en soit, c'est dans l'objectif de pouvoir prendre des mesures rapidement tout en restant dans la légalité que le gouvernement a décidé de créer un nouveau cadre légal pour faire face à l'épidémie. Et c'est ainsi qu'est né l'état d'urgence sanitaire. Alors la France connaissait déjà l'état d'urgence, c'est-à-dire un cadre légal destiné aux situations exceptionnelles. Mais celui-ci est aujourd'hui principalement utilisé pour faire face aux menaces terroristes. La loi du 23 mars 2020, quelques jours après notre décret donc, a créé ce nouvel état d'urgence sanitaire, qui ressemble beaucoup à l'état d'urgence tout court d'ailleurs. Ce nouvel état d'urgence est rentré en application dès le 23 mars 2020, et ce pour une durée exceptionnelle de 2 mois. Il a ensuite été prolongé jusqu'au 10 juillet, où l'on est alors passé dans un régime transitoire, moins important que l'état d'urgence, mais permettant quand même au Premier ministre de prendre des mesures comme la fermeture de restaurants ou l'interdiction de certaines réunions publiques par exemple. Et le 17 octobre dernier, le gouvernement a choisi de faire appel une nouvelle fois à l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la deuxième vague de contamination. Nous sommes donc aujourd'hui encore officiellement dans cet état d'urgence sanitaire qui a été prolongé jusqu'au 7 février. Et un projet de loi est actuellement en discussion au Parlement pour une prolongation jusqu'au 1er juin. Mais le 5 février dernier, le Sénat a rejeté ce projet de loi et réclamé qu'aucune mesure de confinement ne puisse être prolongée au-delà d'1 mois pendant l'état d'urgence sanitaire sans l'autorisation préalable du Parlement. Et cette décision, elle interpelle, puisqu'on doute que les sénateurs ont autant envie que nous d'en finir avec l'épidémie et seraient prêts à fournir au gouvernement les meilleurs outils. Eh bien oui, les mesures visant à lutter contre l'épidémie sont prises plus rapidement sous l'état d'urgence, tout en restant sous le contrôle de la justice. Alors quel est le problème ? Eh bien en soi, il n'y en a pas forcément. On pourrait facilement imaginer une situation dans laquelle toutes les volontés de la nation convergent. Dans le cadre d'une épidémie meurtrière, par exemple, on pourrait imaginer que citoyens, entreprises et gouvernements soient tous d'accord pour mettre tout en œuvre pour sauver le maximum de vies. Et le fonctionnement normal de la démocratie,
qui vise à encadrer l'affrontement de volontés divergentes, pourrait donc être momentanément mis de côté. C'est d'ailleurs le sens de l'état d'urgence. Mais cela devient problématique dès lors que les volontés divergent, dès lors qu'il existe au sein de la société des oppositions et que ces oppositions n'ont aucun moyen de pression au niveau institutionnel du fait même de l'état d'urgence. Et des oppositions en France aujourd'hui, il y en a beaucoup. Déjà au niveau du confinement, les Français étaient 93% à approuver la mesure en mars 2020 et il ne serait aujourd'hui plus que 64% à être favorables à l'idée d'un troisième confinement. En fait, l'état d'urgence sanitaire modifie l'équilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif. Le législatif, qui est la figure institutionnelle du débat démocratique, se retrouve largement marginalisé sur toutes les questions qui concernent la crise sanitaire. Et le contre-pouvoir principal à l'exécutif n'est donc plus la représentation populaire, mais le pouvoir judiciaire, seul à même de limiter les décrets du gouvernement. Le débat de la légitimité des mesures mises en place est alors réduit à un débat juridique, symbolisé par le contrôle de proportionnalité qu'effectue le Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel est le seul habilité à débattre des mesures visant à limiter les libertés publiques. Dans ce cadre, il doit évaluer si ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées. Et c'est ça, le contrôle de proportionnalité. En plus de ne pas tenir compte des divergences d'opinion sur le traitement de la crise, le débat réduit à sa dimension juridique déconnecte des mesures techniques de leur dimension politique. Et cet effacement du politique peut être facilement instrumentalisé. En Hongrie, par exemple, l'état d'urgence fut également déclaré pour faire face à l'épidémie. Mais contrairement à la France, il y fut instauré sans limite de temps. Et les défenseurs de l'état de droit ont alors critiqué le Premier ministre Viktor Orban pour avoir pris cette décision. Et M. Orban s'est défendu face aux critiques devant les journalistes de son pays en affirmant « J'ai clairement dit aux enquiquineurs européens que ce n'est pas le moment de discuter de toutes sortes de questions juridiques, sans aucun doute passionnantes, mais théoriques. » Or, c'est précisément de toutes sortes de questions juridiques dont il faut absolument parler. Et il faut en parler non pas parce qu'elles sont passionnantes, j'ai d'ailleurs des doutes là-dessus, mais parce qu'elles nous concernent directement. C'est par exemple lorsqu'on voit l'évolution très peu démocratique de la Hongrie de Viktor Orban ces dernières années qu'on peut prendre conscience de l'importance de ces questions que certains essaient de faire passer pour théoriques ou inutiles. C'est lorsqu'une majorité de la population se détache de ces questions que certains groupes minoritaires peuvent instrumentaliser les carences de la démocratie pour en prendre le contrôle. Et c'est justement pour mettre ces carences en lumière que j'ai envie d'animer ce nouveau format de vidéo. Je me suis concentré dans cet épisode sur le danger du face-à-face entre l'exécutif et le judiciaire qui s'est installé lors de l'état d'urgence sanitaire. Mais l'état d'urgence comporte en son sein de nombreux autres dangers, et notamment l'impact psychologique de la formule état d'urgence, ou encore l'habituation des gouvernants comme des gouvernés à des outils juridiques exceptionnels. L'enjeu de cet épisode était de souligner l'importance politique d'une question qu'on pourrait être tenté de réduire à un débat technique ou juridique. Pour résumer, on peut dire que l'état d'urgence, même s'il est justifié par des circonstances exceptionnelles comme une pandémie mondiale, ne doit pas être considéré comme une évidence. Créer un nouveau cadre légal exceptionnel, qui plus est dans l'urgence comme ce fut le cas au mois de mars, soulève des questions vis-à-vis de la légitimité du gouvernement à s'affranchir du cadre légal habituel au nom de l'urgence d'un danger. L'idée était donc ici non pas d'apporter des réponses à ces questions, mais de souligner leur importance afin de les remettre au centre du débat public. J'espère que ce premier épisode vous a plu, et si c'est le cas, j'en ferai sûrement dans les prochaines semaines. Merci à tous et à très bientôt.